Salut à tous, je suis Maxence Piolet et bienvenue sur PMAX Performance Podcast. Préparateur physique de métier, je reste un éternel épistémophile à la recherche de nouvelles connaissances dans le monde de l'entraînement, du sport, de la nutrition, du mindset et du développement personnel. Dans ce podcast, mon objectif est simple. Partager avec vous ma passion, mes découvertes, mes centres d'attention, mes réflexions et bien plus encore pour vous aider à atteindre vous aussi votre level up. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode aujourd'hui où l'on va parler de squat et plus particulièrement de squat profond, le deep squat. Alors le squat, c'est un exercice global que vous connaissez tous si vous êtes pratiquant de musculation ou pas forcément. En ce moment, avec la période qu'on vit actuellement, on voit de plus en plus de personnes faire du sport à la maison, donc des exercices multiples, y compris le squat. Et je voulais faire un point avec vous sur le squat profond et les craintes qu'il en ressort encore sur la pratique du squat profond pour les genoux. Alors pourquoi cette crainte de faire des squats profonds, des squats donc cul par terre ou en dépassant la ligne horizontale des cuisses? Cette idée, elle vient au départ des années 1950 avec un chercheur nommé Karl Klein, qui a voulu faire une étude épidémiologique sur le taux de blessure en football américain qui aurait pu être associé au squat et à la profondeur des squats. Et les conclusions de ces études ont montré qu'il y avait en fait une atteinte des ligaments qui fragilisaient le genou lors des squats complets. D'ailleurs, cette théorie avait été relayée par l'American Medical Association et d'autres magazines scientifiques, et également le Corps des Marines, qui a permis de développer largement cette idée comme quoi le squat complet et le squat profond étaient une pratique dangereuse. Et plusieurs chercheurs ont, quelques années plus tard, essayé de faire naître l'idée comme quoi le squat profond n'était finalement pas dangereux, mais comme vous savez, une idée, quand elle est ancrée dans la vision courante et dans la population générale, est très difficile à faire disparaître. Après cette introduction historique, on va continuer plutôt dans l'anatomie et la biomécanique pour comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'on squatte au niveau des genoux. Alors tout simplement, il existe deux forces que les genoux subissent lors d'un squat. Il y a les forces de cisaillement qui sont générées sur les mouvements du fémur et du tibia qui peuvent bouger l'un sur l'autre. Et il existe aussi les forces de compression, ce qui correspondent aux pressions à exercer au niveau de l'articulation lorsqu'on descend et lorsqu'on remonte. Sur le plan ligamentaire maintenant, certaines autorités médicales recommandent une mise en garde sur la pratique des squats profonds pour protéger les ligaments, notamment en raison d'une tension excessive que pourrait générer ce mouvement. Cependant, aucune donnée scientifique véridique et fondée peut attester cet argument. Et c'est donc réellement que là, nous, spécialistes du métier, spécialistes de l'entraînement, devons donner et faire passer des conseils en étant le plus pédagogue possible et en expliquant qu'en fait, les forces exercées sur le ligament croisé atteignent un pic au début du squat et non pas à la fin du squat. Et c'est réellement les 10 premiers centimètres de la descente qui créent le plus de force, de compression et de cisaillement au niveau des ligaments croisés. Et à mesure que l'on descend et qu'on rajoute de la profondeur au squat, on augmente légèrement les forces de compression, mais on réduit la tension et les forces de cisaillement sur les ligaments croisés. Donc le squat profond est déjà une alternative importante à prendre en compte pour ceux et celles qui ont été touchés par cette pathologie de rupture des ligaments croisés notamment. Après avoir expliqué succinctement ce qui se passait au niveau du ligament croisé antérieur, passons maintenant à ce qui se passe au niveau méniscal et au niveau de l'articulation fémoro-patellaire. Alors, il faut savoir que les forces de compression sur le ménisque et sur l'articulation fémoro-patellaire, donc l'articulation qu'il y a
entre la rotule et le fémur augmente au fur et à mesure de la profondeur du squat, certes. Mais s'il n'y a aucun antécédent de blessure et aucun problème au niveau des genoux, il n'y a aucune preuve que le squat profond engendre une atteinte au niveau des structures. Toutefois, si vous avez des antécédents de blessure, des déchirures au niveau méniscal ou une suture, voire des douleurs sur l'articulation fémoro-patellaire, il est par contre plus sage de veiller à une limitation de vos amplitudes de mouvement et de respecter dans des zones non douloureuses et de ne pas dépasser forcément la parallèle des cuisses. Comme vous l'avez vu, on a mis l'emphase aujourd'hui sur l'articulation du genou essentiellement et on va finir en évoquant les problèmes tendineux et notamment le tendon patellaire. À mesure que le squat et la profondeur du squat augmente, on va créer forcément des forces de compression sur le tendon patellaire qui vont augmenter. Donc si vous êtes concerné par une tendinopathie patellaire ou des douleurs de ce type-là, ou que vous êtes en rééducation, il y a des exercices comme les box squats avec une chaise sur l'arrière pour ne pas descendre plus bas qu'une certaine amplitude, ou des squats low bar avec une barre reposant sur la scapula, ou des fentes arrière qui peuvent offrir des avantages au squat chargé avec une barre haute qui augmentera les contraintes au niveau de la partie antérieure du genou. Alors il est très important de mettre en perspective tout ce que l'on vient de dire, tous les conseils que l'on vient d'expliquer dans cette première partie sur les genoux et la profondeur en squat, parce que tout dépend du contexte. On sait bien évidemment que les haltérophytes en fin de carrière ont des genoux en relativement bonne santé. Donc c'est pour expliquer que faire un squat profond également chargé n'est pas forcément nocif pour les genoux, mais chaque contexte d'intervention est différent pour chacun des publics, en fonction de son niveau, en fonction de ses antécédents de blessure, en fonction de pathologies adjacentes qui peuvent toucher les chevilles, qui peuvent toucher les hanches. Et c'est pour cela que l'on fera un autre podcast sur les différentes articulations en jeu dans les squats profonds. Mais les derniers mots que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous n'avez aucun problème, cherchez à faire, du moins sans charge, déjà en pré-échauffement, des squats le plus profond possible, en respectant bien entendu les alignements, en respectant une droiture dans les courbures dorsales, respecter les différentes courbures. Si votre technique n'est pas impactée et que votre corps vous le permet, allez-y, faites des squats profonds. Commencez forcément avec un minimum de charge, déjà au poids de corps, et montez graduellement pour vous habituer déjà à l'exercice, à respecter la technique et le bon mouvement. Et forcément, si vous ne restez que sur des petites amplitudes, sachez que c'est là que vous mettrez le plus de contraintes, comme on l'a vu au départ, sur le ligament croisé, et le plus de force de cisaillement, et que l'on perdra en mobilité, parce que le propre de la mobilité, c'est que quand on ne va pas dans des amplitudes de mouvement et qu'on n'entretient pas certaines amplitudes de mouvement, à force, on va les perdre. Merci à vous pour cette écoute. Si vous voulez vérifier par vous-même tous les dires et tous les conseils que je viens d'évoquer, il existe plein d'études et notamment des articles que vous pourrez trouver sur Internet, notamment des très bons articles de Physio Network ou le livre La Bible du squat de Aaron Orshig. Allez vérifier par vous-même, mettez-le en pratique aussi, vous verrez les bénéfices à long terme. Et en attendant, portez-vous bien, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao!